Mise en cause. Les agriculteurs manifestent contre l'indemnisation sécheresse. Le Parlement de Californie vote le premier texte sur l'euthanasie. Polémique à propos de la soufrière, a-t-on évacué trop tôt les habitants? Vivre à Belfast dans une violence permanente, c'est le dossier de ce journal. Madame, monsieur, bonsoir. Pot de vin, Lockheed, la suite du feuilleton. Hier, à propos des soupçons qui pèsent sur l'ancien ministre de la Défense d'Allemagne de l'Ouest, monsieur Strauss, l'un des titres de notre journal était la grippe Lockheed. Et cela se vérifie. Telle une épidémie qui a déjà obligé un Premier ministre japonais, M. Tanaka, à se reposer en prison, puis le prince Bernard des Pays-Bas à cesser toute activité. Aujourd'hui, c'est l'Italie qui est touchée, et pas n'importe qui. Le nouveau Premier ministre, M. Andreotti, lui-même. C'est à se demander si les Italiens ne sont pas en train de faire un gros complexe. On connaît les conséquences du scandale de la Lockheed au Japon, aux Pays-Bas ou en Allemagne, et en Italie. En Italie, rien ou presque. Les anciens ministres de la Défense qui avaient été mis en cause n'ont même pas été inquiétés. La commission parlementaire d'enquête, qui devait faire la lumière, certains disent l'obscurité sur le scandale de la Lockheed, cette commission parlementaire s'est dispersée quelques jours avant les élections du 20 juin, sous prétexte qu'il ne fallait pas traumatiser les électeurs italiens. Alors, émoustillée sans doute par ce qui se passe aux Pays-Bas, la presse italienne a décidé de prendre le relais des organismes compétents. C'est ainsi que l'hebdomadaire de gauche, l'Espresso, met carrément en cause l'actuel président du Conseil, M. Giulio Andreotti. C'est évidemment très grave, puisque M. Andreotti a formé dans des conditions difficiles, et avec le soutien des communistes, le premier gouvernement qui a suivi les élections du 20 juin. L'Espresso affirme que les documents qu'il possède sont absolument authentiques. Donc, dans une lettre du président de la Lockheed, datée de 1968, il serait question de 28 000 $ à verser à M. Andreotti pour faciliter la vente d'avions à l'aéronavale italienne. Cela dit, il faut bien préciser que la transaction ne s'est pas faite puisque l'Italie a acheté des avions français. Cette mise en cause du président du Conseil en exercice pourrait avoir des conséquences sérieuses. Mais ce n'est pas tout puisque la fameuse commission parlementaire d'enquête doit se réunir à nouveau le 15 septembre et elle pourrait entendre un ancien président du Conseil, M. Mariano Rumor, dont il avait déjà été question avant les élections du 20 juin. En Italie, les bombes sont peut-être à retardement, mais elles font autant de bruit qu'ailleurs. Le scandale Lockheed aura au moins eu le mérite d'étaler au grand jour ce qui se disait tout bas sur certaines pratiques commerciales. Le président du patronat français, M. François Sérac, a reconnu lui-même que dans certains cas et dans certains pays, il est d'usage, bref, vous voyez ce que je veux dire. C'est la dure loi du commerce et qui ne date pas d'aujourd'hui, rassurons-nous. Cela dit, le scandale Lockheed prend donc véritablement une dimension mondiale. Et ce que l'on peut remarquer, c'est que le plus souvent, il touche des pays qui se trouvent soit en période électorale, où tous les coups sont malheureusement permis, soit des États politiquement fragiles. De là à penser qu'il ne s'agit que de basses manœuvres, il n'y a qu'un pas qu'il ne faut surtout pas franchir. Car il ne faut pas oublier qu'au point de départ de cette affaire, il y a la véritable cure de pureté entreprise aux États-Unis depuis 2 ans. Tout a commencé après Watergate lorsque les Américains se sont montrés soucieux d'air pur et de moralité. Au début de l'année, la commission d'enquête du sénateur Church révèle que la firme Lockheed a distribué 20 millions de $ de pots de vin à des personnalités étrangères pour inciter certains pays à acheter ces avions. Le scandale est mondial. Actuellement, les enquêtes ont abouti dans 2 pays. Au Japon, où le 27 juillet dernier, l'ancien Premier ministre Kakuei Tanaka est arrêté puis inculpé pour avoir reçu 5 millions de francs de la Lockheed. En Hollande, où la semaine dernière, le prince Bernard, l'époux de la reine Juliana, accusé d'avoir nui à l'État, doit démissionner de toutes ses fonctions officielles. Mais la liste n'est pas close. En Allemagne, la rumeur désigne le leader bavarois de droite, Franz Josef Strauss, qui, alors qu'il était ministre de la Défense, aurait, contre rétribution, favorisé la Lockheed. Un émissaire du gouvernement doit partir enquêter aux États-Unis. Même réaction en Italie, où la presse accuse l'actuel Premier ministre, Giulio Andreotti, et certains autres ministres des gouvernements précédents. La commission d'enquête sera réactivée. 2000 documents ont été rassemblés en Grèce. Ils accuseraient des militaires en poste pendant la dictature. Une enquête est ouverte. En Espagne, on attend que des documents soient envoyés par la justice américaine. Selon le journal IA,
les pots de vin en Espagne atteindraient plus d'1 million de dollars. Même attitude en Grande-Bretagne, où l'on attend aussi des preuves qui, dit-on, accuseraient un membre du cabinet britannique. Bref, au total, 15 pays au moins seraient touchés par le scandale Lookheed, dont les patrons ont démissionné. Après une période d'hésitation, la rigueur de la justice, en Hollande et au Japon, pourrait bien servir d'exemple et faire école. Avant la sécheresse, tout d'abord en marge de l'activité politique, on a appris le décès ce matin de M. Marcel Antonios. Il était âgé de 65 ans, il était vice-président de l'Assemblée nationale, il avait été secrétaire d'État au tourisme dans le gouvernement de M. Chaban-Delmas. Avant même qu'il ait eu le temps de mettre au point son plan anti-inflation, le nouveau Premier ministre, M. Raymond Barre, risque bien d'avoir à résoudre le problème de la sécheresse. L'idée d'un impôt de solidarité ne rencontre guère d'écho favorable. Les cadres principaux concernés sont contre, la CGT trouve cette décision rétrograde, et même un certain nombre d'agriculteurs qui voient monter contre eux le mécontentement d'une partie des Français commencent à penser que l'on pourrait peut-être trouver un autre moyen de leur venir en aide. Les betteraviers du Nord, par exemple, pensent à une augmentation des prix, et la Fédération des Bouches-du-Rhône de la FNSEA propose de prélever l'aide aux sinistrés sur le budget de la défense. Cela dit, les agriculteurs sont tous d'accord pour estimer que l'aide qu'on leur accorde est de toute façon insuffisante. Et pour protester, ils manifestent un peu partout en France. Voici les images des dernières manifestations, particulièrement nombreuses dans le sud-ouest. À Auch, préfecture du Gers, c'est une vache portant chaîne et cadenas qui a été attachée devant le domicile d'un fonctionnaire de la préfecture. Ailleurs, on a utilisé des brebis. À Agen, à Villeneuve-sur-Lot, à Marmande, des routes ont été coupées. Un camion avec des fruits italiens a été arrêté et sa cargaison détruite. À Mussidan, en Dordogne, les agriculteurs ont dressé des barrages sur la voie ferrée. Le Bordeaux-Genève et le Genève-Bordeaux ont été arrêtés. À Saint-Étienne, enfin, la préfecture a été envahie, mais on n'a noté nulle part d'incidents sérieux. Le président de la République a reçu aujourd'hui plusieurs personnalités de la majorité, à commencer par les 3 ministres d'État, M. Guichard, Justice, M. Poniatowski, Intérieur, et M. Jean Le Canuet, Aménagement du territoire et Plan. M. Giscard d'Estaing a convié à déjeuner ensuite les 4 plus hauts personnages de l'État après lui, c'est-à-dire le président du Conseil constitutionnel Roger Frey, Raymond Barre, Alain Poher et Edgar Faure, qui seul a fait une brève déclaration pour dire que selon lui, la situation politique était claire. À partir de demain et jusqu'au 6 septembre, nouvelle grève à la SNCF pour la 3e fois en moins d'1 mois. Arrêt de travail des cheminots CGT-CFDT, toujours à cause de la création d'un nouveau grade hiérarchique. Il n'y aura jamais de paralysie complète du trafic. La grève se fera cependant sentir à partir de jeudi dans la matinée dans le sud-est, le sud-ouest, la région de Tours, le nord et l'est. Vendredi, temps fort de cette grève en Bretagne, Normandie, Dijon, Clermont-Ferrand et dans l'est. Ce bloc de minerais de l'uranium radioactif est peut-être le point de départ d'un nouveau cartel, celui des producteurs d'uranium. Mais contrairement aux producteurs de pétrole, il grouperait des pays industrialisés comme la France, l'Australie, l'Afrique du Sud ou bien des compagnies minières privées. Ce sont des juristes américains qui affirment détenir des documents prouvant l'existence de ce cartel. Mais certains se demandent s'il ne s'agit pas d'une manœuvre électorale pour gêner le candidat Gerald Ford. En son temps, l'invention de la machine à vapeur a fait trembler. Aujourd'hui, c'est l'énergie nucléaire qui fait peur. Il faut bien reconnaître que ses dangers sont infiniment plus importants que tous les autres. L'énergie nucléaire fait avant tout penser à la bombe, c'est-à-dire à la mort. C'est pour cette raison que l'explosion, hier, dans une usine américaine, a dans un premier temps provoqué un certain affolement rapidement endigué. Les 10 personnes qui se trouvaient sur les lieux de l'accident n'ayant été finalement que très légèrement touchées. Pourtant, on n'empêchera personne de continuer à s'interroger sur l'ampleur et la valeur des mesures de sécurité qui sont prises dans les installations nucléaires. L'atome fait peur. Un incident et c'est Hiroshima qui ressurgit, même si en fin de compte il n'y a derrière ces barrières que des blessés légers. Ces savants qui utilisent cet atome tous les jours le connaissent bien, ils le craignent et s'en protègent en permanence. Par des habits anti-radiation par exemple, comme ces scaphandres blancs qu'ils revêtent lorsqu'ils doivent pénétrer dans des zones où se traitent des produits radioactifs, bien à l'abri derrière des PVR spéciaux au plomb. Par des murs de béton ou de métal très épais, quand la sécurité l'exige, comme par exemple
sur ces couvercles de cœurs de réacteurs expérimentaux. S'il n'y avait que les savants, l'atome serait bien cloîtré derrière ces barrières, il serait quasi inoffensif. Mais il y a les militaires qui en ont fait une arme terrible. Et surtout aujourd'hui, les hommes d'affaires qui ne voient dans l'industrie atomique qu'un autre moyen de faire du commerce, de l'énergie, des produits. Les barrières sont chères, alors ils en mettent le moins possible. La sécurité se paie, ils en font un usage minimum. Et un jour, c'est la défaillance. Ce qu'il faut craindre dans l'atome, ce n'est pas tellement l'atome lui-même, mais l'homme qui l'emploie. Cet homme, sujet à l'ennui de la routine ou à l'appât du gain. Dans l'industrie atomique, il faut une surveillance constante. Les hommes des organismes officiels, comme le Commissariat à l'énergie atomique en France, la pratiquent cette surveillance. En sera-t-il de même lorsque l'atome sera privatisé à fond? Les ouvriers de Richland voudraient bien en être sûrs. Ce visage de jeune fille vient d'inspirer le vote d'un des textes les plus dramatiques de la législation humaine. Ce visage, c'est celui de Karen Kinlan, qui est dans le coma depuis 2 ans, et dont les parents ont finalement obtenu le droit de cesser le traitement de survie. Ce texte est celui voté hier par le Parlement d'un État américain, la Californie, et qui rend légal le fait pour un citoyen d'autoriser son médecin à cesser de le maintenir en vie grâce à des moyens artificiels si la mort est imminente. En somme, dans l'État de Californie, un homme peut dire et décider « Aujourd'hui, moi qui suis bien portant, je vous autorise, vous médecins, à cesser tout traitement si vous pensez que je n'ai plus aucune chance ». Au milieu des fracas des explosions en Irlande et au Liban, au milieu des brouhahas entre catholiques qui s'inquiètent plus du sexe des anges que de la faim de leurs frères, parmi les doctes discussions sur la santé de l'inflation et la crise des politiques, au milieu de tout cela, ce texte, à ma connaissance le premier au monde, risque de passer inaperçu. Et pourtant, il autorise l'euthanasie. En somme, le droit légal de mourir. La longue agonie de Karen Kinlan semble, en Californie du moins, avoir répondu à toutes ces questions. Le médecin doit-il lutter à tout prix, quelle que soit l'espérance et l'absence de celle-ci? Le médecin est-il devenu définitivement celui qui décide, si cela en ne vaut plus la peine? Le médecin qui, déjà mais discrètement, choisit dans presque tous les pays du monde, en fonction de ses moyens matériels, d'abandonner un homme pour en soigner un homme? Un médecin peut-il échanger contre une lettre signée sa responsabilité et sa conscience professionnelle? Et puis, l'homme peut-il décider, bien portant, de limiter ses chances de mourant? Peut-il préjuger la force viscérale qui fait que l'on s'accroche en dépit de l'inutile ou de ce qui paraît l'être? Décidément, l'Amérique est bien le pays où tous les extrêmes sont reconnus et permis. Reste qu'il serait intéressant de savoir, en France, si notre vie nous appartient vraiment. Pendant combien de temps encore 70 000 habitants de Basse-Terre devront-ils rester éloignés de chez eux avec les conséquences économiques que cela implique? C'est bien la question qui se pose aujourd'hui en Guadeloupe. Hier, l'explosion qui a blessé légèrement Haroun Tazieff et quelques membres de son équipe prouve, à première vue du moins, que le danger est toujours bien présent. Pourtant, Haroun Tazieff, bien que plus réservé, continue d'affirmer que les risques d'une éruption violente ne sont pas imminents. Ce qui n'est pas l'avis des autres spécialistes qui sont intervenus pour faire évacuer la population concentrée autour du volcan. Pour la première fois, des volcanologues sont surpris au sommet. Plusieurs d'entre eux sont légèrement blessés par les projections de roches, mais de retour au poste d'observation, on ne s'avoue pas étonné par ce phénomène qui confirme une opinion, le volcan est de plus en plus actif. Tôt ou tard, c'est vrai que nous avions le sentiment que tôt ou tard, étant donné que nous faisions des visites journalières, matin et soir, que tôt ou tard, un événement de ce genre pouvait survenir. Là où les uns voient une justification de l'évacuation de la Basse-Terre, Haroun Tazieff ne constate, lui, qu'une manifestation normale de l'activité volcanique et rien qui permette un pronostic dramatique, au contraire. Presque toujours, l'opinion que j'ai émise, et ici à la Soufrière, c'est île Cachap où je suis venu, est une opinion tendant à calmer, à empêcher de s'affoler des gens que la violence, la brutalité du phénomène affole. Est-ce que vous ne craignez pas, Haroun Tazieff, compte tenu de l'enjeu énorme qui est en cause ici, 70 000 personnes, d'être un jour pris de vitesse par un volcan? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas à l'éclatement d'une éruption cataclysmale de façon absolument brutale. Pas du tout ce que nous avons pris aujourd'hui, la petite éruption qui nous a pris, nous étions au bord du cratère. Elle a commencé brutalement, mais c'est une petite histoire, vous comprenez? C'est terrifiant pour les gens qui sont dedans,
Ils ont une chance incroyable, je ne comprends pas comment nous sommes vivants, c'est presque, c'est pas juste, nous ne devrions pas être vivants à l'heure qu'il est. Mais en ce qui concerne la même brutalité à une grande échelle, sans que nous puissions la détecter avec les moyens que nous avons, personnellement je ne crois pas. Vous reprochez à certains de vos confrères d'être alarmistes, de tenir des propos alarmistes. Je ne reproche pas. Quand on n'a pas d'expérience, on s'affole beaucoup plus vite, vous comprenez? Alors, qui a raison? Les partisans de l'évacuation, ceux qui affirment, et ils sont nombreux, que la soufrière qu'ils auscultent chaque jour demeure aujourd'hui encore trop menaçante pour autoriser la population à rentrer chez elle. Ceux-ci, ou Haroun Tazieff, l'homme d'expérience, qui lui ne croit pas que le volcan puisse brutalement faire peser une menace mortelle sur la Basse-Terre. Ces scientifiques d'avis si différents, j'étais encore avec eux hier en Guadeloupe, loin d'eux, sans aucun doute, le désir de se livrer à des empoignades de savants quand la vie de toute une population est en jeu. À leur contact, j'ai pu m'en apercevoir, ils se sont seulement sentis immensément remplis de doutes lorsque le préfet leur a demandé la conduite à tenir. Ils n'ont pas voulu écarter un seul instant la possibilité d'un cataclysme, et en l'absence d'Haroun Tazieff, c'est bien évidemment eux que l'on a écoutés. Ce faisant, ils ont engagé d'une certaine manière leur responsabilité de scientifiques. On leur reproche aujourd'hui déjà d'avoir prédit l'apocalypse, et si l'apocalypse ne vient pas, leur crédibilité s'en trouvera probablement amoindrie. Mais quel choix fallait-il faire? Entre un doute bien compréhensible, puisqu'il s'agit d'une part de la vie d'un département économiquement fragile, et de l'autre, surtout, de la vie de 70 000 personnes. 600 blessés, pour moitié policiers et manifestants. C'est le bilan de la véritable émeute qui a eu hier soir pour théâtre le quartier antillais de Londres, où avait lieu un carnaval. À l'origine de cette affaire, un policier qui voulait procéder à l'arrestation d'un pickpocket. C'était le point de départ de véritables scènes de violence. Le quartier ouest de Londres en début de soirée hier. Ce qui était une fête devient un combat de rue. Le carnaval traditionnel, bon enfant des Antillais londoniens, dégénère en émeute. Les policiers, mal préparés à de telles violences, se protégeant avec des cajots ou des couvercles de poubelle, repoussent difficilement les manifestants soudain déchaînés. La foule lance des briques et des bouteilles, brise des fenêtres et des vitrines de magasins proches. Les émeutiers lapident des voitures, s'attaquent aux véhicules de la police, aux ambulances. Les affrontements seront brefs. Il y aura cependant 600 blessés, dont 300 policiers. 70 personnes seront arrêtées, dont une douzaine de jeunes gens. Pour tenter d'expliquer ce qui s'est passé hier soir, les responsables de la communauté antillaise affirment que le déploiement de force était excessif et que ce fut une véritable provocation pour les jeunes. Ce n'est pas la première fois que de tels actes de violence se produisent à Londres. Déjà en 1958, ce quartier des Antillais avait été le lieu d'émeutes raciales. Cette nouvelle réaction illustre les difficultés qu'ont les différentes communautés, qu'elles soient antillaises ou autres, à coexister avec l'Angleterre traditionnelle. Depuis l'assassinat de l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Dublin, la violence a envahi les deux Irlandes. Ces dernières 48 heures, dans la capitale de l'Irlande du Sud, 5 attentats ont causé de nombreux dégâts. La raison de ces explosions, sans nul doute, la convocation cet après-midi du Parlement irlandais qui doit décréter l'état d'urgence et prendre des mesures sévères à l'encontre des combattants de l'Irak qui, jusqu'à présent, en Irlande du Sud, jouissaient d'une certaine sympathie et d'une assez grande liberté de mouvement. Mais le gouvernement doit faire très attention de ne pas avoir l'air d'appuyer la politique de Londres qui n'a jamais été bien vue par les Irlandais du Sud. Ces attentats, ces mesures, nous rappellent que le conflit irlandais existe toujours. Il faut dire que depuis un peu plus d'un an, dans la catégorie des conflits absurdes, le Liban avait pris la première place. Les récentes manifestations courageuses des femmes catholiques et protestantes de Belfast qui, par-dessus leur haine, en ont toutes assez de cette guerre, risquent malheureusement d'être sans lendemain. Car la violence des hommes existe et elle tue depuis maintenant 7 ans. Belfast, 6 heures du soir. La troisième bombe de la journée vient d'éclater en plein centre de la ville. Ceci est le visage le plus fréquent de la guerre en Irlande du Nord.
Pour nous, la violence est le seul moyen de libérer notre pays. Nous posons des bombes pour 3 raisons. D'abord, ces explosions coûtent des millions de livres au gouvernement britannique qui rembourse les dommages. Ensuite, des régiments entiers de soldats britanniques sont occupés à essayer d'empêcher ces explosions et ne peuvent nous attaquer. Enfin, les explosions rendent la vie ici impossible et obligeront Londres à satisfaire nos revendications. Depuis 7 ans, 150 de nos camarades sont morts pour libérer l'Irlande du Nord. Je me bats parce que je ne veux pas qu'ils soient morts pour rien. Je pense que moi aussi je serai tué, mais nous gagnerons parce que le peuple est avec nous. Il nous aide, nous nourrit, nous cache, nous prévient quand les soldats viennent. Jour et nuit, l'armée britannique patrouille les ghettos catholiques. C'est une armée de professionnels, d'engagés. Ces soldats appartiennent au régiment du Light Infantry. Leur étendard porte les noms de Waterloo, de l'Inde, de la Somme, de Dunkerque, d'El Alamein, mais pas celui de Belfast, car ceci est une sale guerre. Les soldats savent que dans le ghetto, un coup de feu peut venir n'importe quand, de n'importe où. Les soldats ont fléché sur les façades les endroits d'où peut venir le coup de feu. C'est comme si cette guerre était un jeu de piste, une grande partie de cache-cache, mais un cache-cache mortel où « je te vois » se dit souvent avec un fusil. Car les habitants du ghetto haïssent ceux qu'ils appellent les Brits. Pour eux, il s'agit d'une armée d'occupation venue à Belfast pour maintenir la domination de la majorité protestante, pour continuer la discrimination et la violence dont les catholiques ont toujours été victimes. Rien n'a changé ici. C'est toujours une rue à sens unique. Aujourd'hui, c'est la même chose qu'en 1922, au moment des grandes émeutes. J'étais dans la rue en 1922. Non, rien n'a changé. Les catholiques sont toujours défavorisés. C'est toujours aux catholiques qu'on dit « il n'y a pas de travail ». And there's been no change. And it was always the Catholics didn't get the work. L'armée britannique, sans doute prévenue par un informateur, est venue fouiller une maison du ghetto. Ils y trouvent une arme, un fusil de chasse à canoncier. On embarque 3 jeunes. Ils seront interrogés pendant 48 heures et puis probablement incarcérés au camp de Long Kesh, à quelques kilomètres de Belfast. Ce camp d'internement, dit l'armée, de concentration, dit l'IRA, est une création de la guerre. Les quelques centaines de prisonniers sont surtout des hommes accusés d'appartenir à l'IRA ou aux milices extrémistes protestantes. L'armée britannique interdit de filmer à l'intérieur de Long Kesh. Ces images, prises à la sauvette, montrent l'entrée principale. Pour qui est ce colis? Pour mon frère, il est à Long Kesh depuis 6 mois. Pourquoi y est-il? Pour meurtre, pour utilisation d'explosifs. Et vous l'approuvez? Oui, je l'approuve. Et vous en êtes fier? Oui, parce qu'il croit à ce qu'il fait. Pour les Irlandais, ces soldats sont les représentants actuels d'une occupation qui dure depuis plus de 800 ans, depuis que l'Angleterre des Plantagenets a conquis l'Irlande. Et Belfast n'est que l'actuel champ de bataille. Dans les clubs du ghetto samedi soir, on chante la gloire de l'IRA, dont le drapeau orne le mur. Un soldat de l'IRA raconte la chanson, épuisé, poursuivi, frappe à une porte du ghetto. On lui ouvre, car il faut aider ceux qui donnent leur vie pour libérer l'Irlande. À Belfast, on dit que cette guerre ne s'arrêtera
que lorsqu'il n'y aura plus de chansons comme celle-ci. La météo, pour terminer rapidement, le temps continue à se rafraîchir. Les températures sont restées comprises entre 16 degrés à Cherbourg et 25 à Nice. Demain matin, le ciel sera très nuageux avec des pluies des Pyrénées à l'Alsace et à la Méditerranée, tandis que sur le nord-ouest, le temps sera assez beau. Dans la journée, le ciel se couvrira sur le nord-ouest et les pluies tomberont sur la Vendée, la Bretagne et le nord. En revanche, de belles éclaircies apparaîtront l'après-midi sur la moitié est. Les températures continueront, elles, à baisser. Ce journal est terminé. Au nom de toute la rédaction d'Antenne 2 qui l'a préparé, je vous souhaite une excellente soirée sur cette chaîne avec les dossiers de l'écran et un film, une dépêche de Reuters, suivi d'un débat sur les agences de presse. Mais avant de vous quitter, le rappel des principaux titres. Le scandale Lockheed touche l'Italie, le Premier ministre mis en cause. À partir de demain, attention, nouvelle grève tournante à la SNCF. Polémique autour de la soufrière, a-t-on évacué trop tôt les habitants? Nuit d'émeute à Londres, au carnaval antillais, 600 blessés. À deux dernières, 23h10, après les dossiers de l'écran.